Le Point Luxe, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot et aujourd'hui on va parler de collaboration, mais pas n'importe quelle collaboration puisqu'on va parler du mastige. On va voir ensemble ce qui se cache derrière ce fameux terme et comment c'est mis en pratique dans le monde du luxe. Alors on va d'abord commencer par définir ce qu'est le terme mastige. C'est en fait la contraction de deux mots. Le premier étant masse, donc qui correspond à la grande consommation, à la grande distribution. Et le second, c'est donc le ige, qui correspond à prestige, qui correspond à tout ce qui est la consommation haut de gamme, luxe. Donc finalement, si on veut traduire ça, c'est plutôt la commercialisation de produits dits de luxe à des prix un peu plus accessibles et à un format beaucoup plus accessible, dit de grande consommation. On utilise ce terme souvent dans les partenariats entre une maison de luxe et une enseigne de grande distribution. On verra plus tard comment ça se traduit. Le terme mastige peut être aussi utilisé dans une critique négative. En effet, on le sait, une maison de luxe, son critère principal, c'est la rareté, la raréfication de l'achat de ses produits. Et si un produit se vend trop, à une trop grande quantité de clients, on va utiliser ce terme en disant « Oula, attention, t'as perdu ta rareté, tu deviens du mastige » et c'est préjudiciable en fait pour la maison. On va revenir sur le thème principal de cet épisode qui est donc le mastige, mais dans le but d'un partenariat et comment ça démocratise le luxe. On vient de le voir, le mastige, donc c'est le mélange d'une maison de luxe à de la grande consommation. Ça permet de démocratiser le luxe et c'est souvent fait par un partenariat. On y reviendra, je vais vous présenter plusieurs exemples ensuite. On a des partenariats entre Coca et Dita Von Teese. On a aussi eu des partenariats entre Louis Vuitton et Lego et plus récemment Balmain et Evian. Donc quel est l'intérêt finalement de ce partenariat? Eh bien, en fait, il y en a plusieurs. Déjà, d'un côté, on a la griffe de luxe qui va valoriser son image. Par exemple, quand on prend l'exemple de Balmain en collaboration avec Evian, c'est une collaboration qui se base sur le upcycling. Donc, ça permet de valoriser l'image de Balmain en disant « Attention, je m'occupe des enjeux climatiques. C'est dans le discours, je sais ce que c'est et j'ai envie d'apporter moi aussi ma pierre à l'édifice. » C'est aussi une façon de faire connaître sa griffe. On a beaucoup de maisons de luxe qui sont pas forcément connues du grand public et en faisant des collaborations avec des grandes enseignes vont être un peu plus connues, un peu plus vont atteindre un nouveau public, une nouvelle clientèle. Ça permet donc d'un point de vue marketing et commercial d'atteindre une autre sphère de clients et de s'agrandir au plus grand nombre. Lors de ces collaborations, évidemment, qui dit collaboration dit communication et donc on a l'intérêt des médias. Toute l'attention des médias se porte sur cette collaboration et c'est super important pour les marques. Les médias font partie d'un pilier fort de la communication pour une marque. Et là, quand il s'agit de deux marques différentes qui sont dans deux secteurs à la base différents, c'est d'autant plus important qu'il y ait les retours médias. Donc ça vaut pour les deux, la griffe de luxe et la marque de grande distribution. Côté marque de grande distribution, de grande consommation, il y a aussi des bénéfices. Encore une fois, il y a la valorisation de l'image de marque puisque une personne qui consomme les produits de l'enseigne dite de grande consommation va se dire waouh, finalement je consomme bien puisque aujourd'hui ça peut se permettre de faire des collaborations avec des grandes marques de luxe. Et il y a également le bénéfice financier qui en découle. En effet, généralement une collaboration avec une marque de luxe, ça va entraîner des ruptures de stock, des files d'attente. C'est une envie qui se traduit de la part de la clientèle et donc du coup ça va créer un énorme bénéfice pour la marque de grande distribution, enfin la grande consommation. Évidemment, comme partout, il y a des bons côtés, des moins bons côtés. Et évidemment, ça implique des risques. Le premier risque, c'est évidemment quand une maison de luxe qui est connue pour sa rareté s'allie à une maison une marque de grande consommation, c'est l'abandon de la rareté des produits.
Évidemment, en faisant une collaboration de grande consommation, la rareté du produit n'existe pas. Donc il faut se pencher sur les autres piliers de l'image de marque d'une maison de luxe. Il y a aussi l'association moins prestigieuse avec au nom de la marque. Ça va dépendre aussi de la réputation de l'enseigne avec qui la maison de luxe collabore, comment ça se produit, qui sont ses consommateurs. Il faut aussi étudier tout ça pour éviter d'avoir un trop grand risque à cet effet-là. Et alors, même si les bénéfices sont importants pour la marque de grande consommation, les coûts sont aussi importants pour les deux collaborateurs. C'est-à-dire qu'on a des coûts de recherche et développement du nouveau produit, on a des coûts de création du nouveau produit, de lancement et surtout la campagne de communication. Ça ne sert à rien de faire une collaboration si derrière il n'y a pas de la communication. Donc effectivement, il faut absolument communiquer et ça demande un budget conséquent. On va le voir avec les exemples où on parle de soirées avec plus de 2000, 3000 personnes, des affiches en plein Paris. C'est un coût, c'est un budget. Mais il y a des maisons de luxe et des marques de grande consommation qui ont décidé de collaborer ensemble et aujourd'hui le partenariat il est fructueux. C'est quelque chose de réussi, une communication réussie et les objectifs ont été atteints. Alors, comme je le disais, il y a plusieurs marques qui se sont essayées à ce partenariat dit de mastige et il y en a une qui a su se démarquer et qui a bien réussi. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est d'ailleurs la première à s'être essayée à un aussi gros partenariat de mastige. Je vais vous teaser un petit peu. On parle de partenariat de mastige depuis plus de 18 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu 18 ans de collaboration avec plus d'une vingtaine de partenaires. J'espère que vous aurez deviné que c'est H&M, en effet. Donc, le mastige est apparu chez H&M avec Karl Lagerfeld. Si vous avez écouté l'épisode sur Karl Lagerfeld, vous le savez déjà. Karl Lagerfeld a été le pionnier du mastige. Il a commencé sa collaboration en 2004 avec H&M. Alors lui, il a toujours voulu que la mode sorte des défilés, que la mode investisse la rue. Et donc, pour lui, il fallait quelque chose qui soit marquant et qui soit atteignable pour tous et pour de nombreux consommateurs. Donc il s'est allié en 2004 à H&M, il a fait une collection capsule à son image, il a designé les produits, donc on retrouve du noir, du blanc, de la paillette, du Karl Lagerfeld finalement. Et ça a été la première collaboration. Il y a eu une petite campagne de communication, c'était la première fois qu'un designer de luxe qui est dans une maison très prestigieuse qui est Chanel, fait ce genre de choses. L'année d'après, en 2005, c'est Stella McCartney qui lui a succédé. Elle, c'était parce qu'elle voulait asseoir sa notoriété. Elle avait travaillé chez Chloé jusqu'en 2001 et elle avait en 2001 lancé sa marque, sa maison de mode qui est donc Stella McCartney. Et elle voulait asseoir un petit peu plus sa notoriété, se faire un peu plus connaître. Donc là, vous voyez, on voit les codes du mastige et donc les bénéfices. Là, en l'occurrence, Stella McCartney, elle avait besoin d'une communication forte et donc en passant par ce partenariat, elle se faisait connaître d'un plus grand public grâce à H&M. Ensuite, en 2006, c'est Viktor & Rolf qui, eux, ont fait des tenues de soirée. Donc, on est dans quelque chose de complètement différent. Là, c'était pour donner l'envie à un plus grand public de faire des soirées, d'avoir des tenues de soirée dites de couture. Ensuite, en 2007, on change complètement de registre puisque c'est Madonna. Donc là, c'est la première fois qu'une star de la chanson fait un partenariat et c'est plutôt réussi parce que existe le côté rock de Madonna. On a un côté plutôt chic, c'est cool, ça lui donne une nouvelle image. En fait, là, ça va donner une nouvelle image à Madonna, mais également à H&M qui va se rajeunir après avoir fait des collaborations avec des grands noms de la mode comme Chanel, comme Stella McCartney. Là, la collaboration avec Madonna, ça rajeunit. Là, pour Madonna, c'est clairement ce qu'on appelle la technique du win-win.
Madonna avait besoin d'accéder et de montrer une nouvelle image d'elle-même en accédant à à de nouvelles personnes, en touchant un nouveau public. Et de l'autre côté, H&M a pu agrandir son public ses clients, grâce au public de Madonna. Alors, je vais pas tous les faire, mais c'est vrai qu'en 2007, il y a eu Kylie Minogue, il y a eu Roberto Cavalli qui ont succédé à Madonna. Et puis en 2008, là encore une fois, ça a été tout autre chose. C'est Comme des garçons qui ont fait une collaboration avec H&M. Le but, c'était de déconstruire les genres. D'un point de vue de Comme des garçons, c'était montrer aussi au plus grand public que la mode n'avait pas forcément de genre, de déconstruire un peu l'image qu'ils avaient. Et puis pour H&M, c'était surtout d'un point de vue mondial, étant donné que là, c'était l'ouverture de leur deuxième boutique à Tokyo, donc au Japon, et on touche un tout autre public grâce à Comme des garçons. À partir de 2009, les collaborations se sont succédées. Jimmy Choo, Sonia Rykiel, Lanvin, Versace, Marni, Margiela, Alexander Wang. Ils ont tous apporté quelque chose à H&M et H&M leur a tous apporté quelque chose. C'est des collaborations, des collections capsules qui ont marqué les esprits. Et puis en 2015, il y a eu Balmain qui a fait sa collection capsule. C'était dans Paris, on a eu une communication extraordinaire étant donné qu'il y avait des affiches un peu partout. Il y en avait dans les magazines. Il y avait également une soirée avec des influenceurs. Donc là, on parle d'une communication avec un énorme budget. Et le jour de la sortie de la collection capsule, il y avait jusqu'à 3-4 heures d'attente devant les H&M, surtout le H&M des Champs-Élysées. Si je me souviens bien, il y en avait qui faisaient la queue depuis 6 heures du matin. C'était extraordinaire de voir tout ça. Et donc les portes ouvraient à 10 heures. Si je dis pas de bêtises, dans mes souvenirs, c'était ça. Les portes ouvraient à 10 heures. À 11 heures, la collection était sold out en magasin. Et sur le site internet, il y avait une file d'attente incroyable. Je crois qu'il fallait attendre 20 minutes pour accéder au site. Donc c'est des collaborations qui sont réussies parce que finalement ils ont su évoluer en fonction des années. 18 ans de collaboration, c'est pas rien. Ils ont su se renouveler et les marques avec qui ils ont collaboré ont su également jouer le jeu et comprendre quel était leur objectif et ce qu'ils pouvaient gagner finalement de ce partenariat-là. Alors même si pour moi H&M c'est vraiment l'exemple parfait du mastige, il y en a un autre un peu plus discret selon moi avec en fait il y a eu beaucoup de collaborations et pas forcément qu'avec des maisons de luxe ou avec des designers, c'est Coca-Cola. C'est encore une fois Karl Lagerfeld qui lance cette idée de mastige et cette idée de collaboration avec Coca-Cola et il va designer 3 canettes en mettant en avant des mannequins. C'est designé par lui-même, on reconnaît le logo, c'est vendu en grande surface, c'est parfait. Coca-Cola, ça touche tout le monde et ce partout dans le monde. C'est donc réussi. Ensuite, il y a Jean-Paul Gaultier qui va dire moi aussi je veux faire des canettes et lui aussi fait une collaboration avec Coca-Cola. Cette fois-ci, c'est 2 canettes, une de jour, une de nuit avec la fameuse marinière pour la canette jour et le corset pour la canette nuit. Cette fois-ci, le jeu il est différent puisque on vend pas dans les grandes surfaces, on vend uniquement dans les Monoprix et chez Colette à l'époque quand c'était encore ouvert. Donc c'était vendu uniquement là. Donc il y avait quand même cette idée de rareté pour des boissons qui sont quand même accessibles à tous quoi. Enfin il y a pas un seul c'est rare d'avoir un restaurant ou un bar qui propose pas de Coca-Cola. Et là, en l'occurrence, tout le monde n'avait pas accès à ces canettes Jean-Paul Gaultier. Il y avait eu une communication dans les magazines de mode également. Donc c'est quand même rare de voir des canettes de Coca dans les magazines de mode. Et alors là, le win-win, il est complètement différent puisque Jean-Paul Gaultier se fait connaître du monde entier, mais aussi grâce avec légèreté et ce côté un peu c'est du Coca, un peu de la folie.
Mais de l'autre côté, en n'étant pas vendue forcément partout, cette canette-là impose la rareté. Donc pour Coca-Cola, ça lui fait monter un petit peu en gamme en termes de clientèle. Comme pour H&M, la collaboration s'est suivie. Enfin, il y en a eu plein qui l'ont fait. Il y a Diane von Furstenberg, Roberto Cavalli, Dita Von Teese, Chantal Thomas qui ont designé des canettes Coca. Et ça a évolué également avec le temps, comme partout finalement. Les collaborations ont évolué. Là, la dernière collaboration en date, c'est avec la maison de mode Cocher. Cette fois-ci, c'est pas la maison de mode Cocher qui design des canettes Coca, c'est l'inverse, si je puis dire, puisque c'est Cocher qui va designer des pièces en fonction de l'imaginaire Coca-Cola et en fonction de l'image de marque de Coca-Cola. Donc on évolue aussi dans le mastige, c'est-à-dire qu'au début on avait donc un designer ou une maison de mode qui collaborait avec une marque de grande consommation pour pouvoir faire évoluer son cercle de clients, son public. Mais il y a aussi l'inverse, ça se démocratise de plus en plus où les marques de grande consommation vont se servir des maisons de luxe et collaborer avec elles pour pouvoir monter en gamme. « 2022 n'échappe pas à la règle puisque cette année encore, il y a eu beaucoup de collaborations dites de mastige. La plus grande et celle qui a le plus marqué, je pense, les consommateurs de mode uniquement, c'est, je pense, la collaboration entre Jacquemus et Nike. Alors, Nike, tout n'est pas de la grande consommation, mais c'est un peu plus de la grande consommation que Jacquemus. Et le fait que le designer collabore avec Nike, il a redessiné une paire, c'était en collaboration. Et encore une fois, c'était sold out en même pas 10 minutes sur le site internet. Il y a également eu Balmain qui a collaboré avec Evian pour proposer de la mode écologique en transformant toutes les bouteilles en une robe qui a été portée par Léna Situation. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans le podcast sur la Fashion Week de Paris. Je trouve que cette collaboration elle est très intéressante étant donné que là encore une fois c'est un peu comme Coca-Cola qui collabore avec Cocher. C'est une façon pour Evian de monter en gamme et de montrer ce qu'ils ont envie de faire en termes d'enjeux écologiques. Et je trouve ça très intéressant parce que en termes d'enjeux écologiques, et Balmain et Evian s'allient pour quelque chose de commun, mais de l'autre côté, ça permet à Evian de défiler pendant la Paris Fashion Week et donc de monter en gamme. Il y a également eu Louis Vuitton qui a fait un gâteau pour Lego, pour l'anniversaire de Lego. Et Balmain et la collaboration avec Barbie, évidemment. Baccarat qui a designé une Pokéball pour les 25 ans de Pokémon. Pokémon, c'est connu du très 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 grand public. En faisant ça, Baccarat essaye de séduire un public qui a grandi avec Pokémon, qui aujourd'hui est adulte, et donc ils séduisent ce public-là comme ça. Et puis la collaboration Stella McCartney Disneyland Paris. Cette collaboration-là aussi est intéressante puisque Stella McCartney a toujours voulu travailler, vous savez, avec des produits recyclés, des matières recyclées. Et donc j'en avais déjà parlé également lors de mon podcast sur la Paris Fashion Week. Et donc elle a proposé ça à Disneyland Paris et c'était donc il y a eu un win-win complètement différent puisque Disneyland Paris ça reste quand même du tourisme un peu haut de gamme. C'est du tourisme haut de gamme. Et le fait de proposer à Minnie elle a habillé Minnie et Minnie était dans un costume pantalon, donc c'est le côté oui mais les femmes portent des jupes et ça a créé un buzz autour de ça sur le fait que Minnie portait un pantalon. Donc déjà il y a eu une communication pas forcément payante au niveau des médias qui ont beaucoup parlé de ce pantalon là. Il y a également eu le fait que Disneyland Paris s'intéresse à l'écologie d'une autre manière au niveau des costumes et c'est très intéressant parce que
parce que du coup, ils auraient pu choisir n'importe quel designer. Ils ont choisi la designer qui met en place les enjeux écologiques avant la mode finalement. Et puis surtout le côté Disneyland Paris qui est déjà haut de gamme veut monter encore plus en gamme puisque proposer à Minnie de porter une maison de mode comme Stella McCartney, c'est important. Même si c'est pour les 30 ans du parc, je trouve que ça a marqué le coup et c'était très très bien joué. Donc bravo et à Disneyland Paris et à Stella McCartney parce que ça a révolutionné les codes de ce mastige-là également. C'est la fin de cet épisode sur le mastige, sur ce terme un peu barbare qui englobe beaucoup de choses, mais qui finalement permet de comprendre aussi les actions des maisons de luxe et de voir que le luxe est un peu accessible à tous d'une certaine manière. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans mon podcast, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram ou même dans les commentaires du podcast. Ça me ferait très plaisir de savoir ce dont vous voulez qu'on discute ensemble. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.